L'enfer s'invite dans One Piece. Le grand Saint J. Garcia Saturne prend les choses en main et se dévoile sur Egghead dans un aspect infernal, une créature démoniaque portant le titre de Dieu. Bienvenue à tous dans cette review les bros qui sera, comme vous l'aurez compris, sur le thème des monstres, des démons et des yokai. Aujourd'hui je vais tout vous dévoiler sur les pouvoirs du Gorosei et des entités qui les incarnent. Fruit du démon vous avez dit? Zoan mythique? Eh bien n'en soyez pas si sûr et découvrez ce que cacheraient véritablement les dieux de ce monde. N'oubliez pas, ce soir 20h, gros live sur ce chapitre sur ma chaîne Twitch, venez nous rejoindre, je vous invite également à lâcher votre meilleur like pour me soutenir et commençons sans plus attendre. Le chapitre commence en suivant les événements du 1093. Atlas a ordonné aux pacifistas de stopper leur rébellion et d'attaquer la marine, ce qui a parfaitement fonctionné. À l'intérieur du Vegapunk, qui a fait son petit bruit dans le dernier chapitre, puisque nombreux pensaient que Katarina Devon s'y était incrustée en ayant pris l'apparence de Franky et de Sanji, se trouvent justement Franky, Sanji et Vegapunk, signifiant donc bel et bien que les deux Mugiwara ont simplement accompagné le scientifique sans que Katarina Devon ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Je vous avais dit qu'elle finirait par vous rendre parano, c'était sûr. On retrouve également Bonnie qui combat la marine et qui utilise une nouvelle technique nommée expérience de mort imminente, NDE ou encore EMI suivant les traductions. Le concept de l'attaque est plutôt simple, ces ennemis subiront une hallucination leur faisant voir à quoi ressemblerait leur propre mort. Une capacité laissant alors un grand traumatisme sans en douter, mais qui pousse à nouveau à se poser la question, quel est vraiment le fruit du démon de Bonnie? C'est définitif, il ne peut plus être le simple fruit du démon de l'âge, il doit cacher un truc supplémentaire. Petit récapitulatif des nouvelles capacités de ce fruit démontrées durant cet arc. Transformer Luffy en Luffy d'un futur alternatif, des SBS d'Oda, se transformer elle-même en utilisant distorsion du futur, faire perdre l'âge de Vegapunk dont les années se transformeront en multiples bijoux, détruire des chaînes d'acier en les ayant semble-t-il pourries et aujourd'hui donner une sensation de mort imminente à ses ennemis. Alors certes, elle peut toujours modifier à son bon vouloir l'âge de ses adversaires comme elle le faisait au début, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Le fruit de l'âge pourrait-il vraiment tant impacter le plan temporel qu'elle semble pouvoir contrôler à sa guise? N'aurait-elle pas simplement le fruit du temps, ce qui lui permettrait ainsi de changer temporairement les âges mais aussi les futurs? On verra ce que ce paramécien nous réserve, mais plus le temps passe, plus Oda dissimule sa véritable identité et plus j'ai l'impression que ce fruit est beaucoup plus important qu'il ne le laissait paraître. En parlant de fruits et de Bonnie, elle fait désormais face à Bluegrass, l'une des vice-amirales envoyées par la marine qui possède un fruit assez étonnant qui est le Nori Nori Nomi, lui permettant de contrôler tout ce qu'elle chevauche. Même à Pacifista, qui sont censés n'obéir qu'aux ordres de Vegapunk, ne peut résister à ce fruit, ce qui va devenir très vite problématique dans un arc et une guerre où le contrôle des unités semble être la clé de la victoire. Le Nori Nori Nomi pourrait alors permettre à la vice-amirale, dans la mesure du raisonnable, de contrôler même les humains ou les séraphins, même si j'ai la sensation que ça donnerait peut-être un peu trop d'importance à ce personnage qui n'est finalement que très secondaire dans cet arc. Bonnie, dans l'incapacité de réagir face au pacifista qui semble bien trop lui rappeler son père pour tenter de riposter, se fait toutefois sauver in extremis par Sanji. Et les voilà repartis à bord du Vegapunk comme si de rien n'était. Là où ça commence à devenir un peu plus intéressant, et ça va être le premier vrai sujet de la vidéo, c'est le duel entre Kizaru et Luffy qui continue. Alors, si l'affrontement ne prend pas non plus des mesures folles, deux choses sont tout de même à noter. La première, Luffy utilise enfin une nouvelle technique, ou du moins il nomme une technique qu'il avait déjà employée face à Kaido lorsqu'il a traversé le crâne avec son poing, ce qui avait donné une scène finalement assez particulière. Aujourd'hui, il l'utilise à nouveau et contre Kizaru en la nommant Gomu Gomu no Stargun, ou White Stargun. Malgré le caractère imperturbable de l'amiral, il semble que cette technique lui ait fait son effet et Luffy lui aura donc peut-être infligé les vrais premiers dégâts depuis le début de ce combat, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. Deuxième point non moins important, le Gear 5 arrive à sa limite. Luffy commence à s'épuiser et ne va pas conserver cette forme encore très longtemps. Sans grande surprise, c'est encore une fois assez habituel lorsqu'un nouveau Gear apparaît. Rappelez-vous du Gear Sigand, Luffy avait beaucoup de difficultés à le maintenir au début et dans le même combat il était capable de l'utiliser jusqu'à 2 fois en étant totalement épuisé à la fin. Par la suite c'est devenu une totale normalité au point que ce gear soit utilisé à outrance et sans aucune difficulté. Rebolote avec le Gear Force, c'était une technique qui demandait un effort colossal à Luffy au point où il devait attendre 10 minutes sur Dressrosa entre deux utilisations et en étant totalement incapable de bouger. Par la suite, et même si le Gear Force restait toujours une technique assez intense en utilisation, il pouvait l'utiliser plusieurs fois par combat comme sur Onigashima face à Kaido. Donc pas de surprise pour le Gear 5, on a bien compris que le scénario recommençait encore et encore, quand à peine 2 chapitres après sa transformation, il était déjà à 2 doigts de mourir. Pareil face à Lucci, ceci dit, si pendant l'affrontement il semblait aller plutôt bien, il a retrouvé une apparence de vieux épuisé tout juste après, donc le combat contre Kizaru ne fera pas exception et il va sûrement se retrouver très épuisé pendant un temps. En tout cas, j'avoue que pour l'instant il fait pas de grands miracles. Allez Luffy, on compte sur toi, montre-nous tes tricks, là. Oh,
Non, vraiment, le combat Luffy-Kizaru, je m'attendais à une dinguerie absolue, et finalement, il y a eu beaucoup de retenue des deux côtés, même si je peux totalement comprendre que la construction de cet arc ne permet pas une guerre ou un affrontement façon Onigashima. D'ailleurs, c'est ce qu'il semble nous faire comprendre dans ce chapitre. En plus d'être tous les deux assez essoufflés, Kizaru explique qu'il ne peut pas se focaliser sur sa mission en se battant contre Luffy, et Luffy confirme que c'était son intention. Donc comme je le disais dans la dernière review, leur intérêt n'est pas de vaincre l'autre, mais plutôt de s'en débarrasser, chose qui est finalement assez différente. En tout cas, une chose est sûre et certaine, si Kizaru et Luffy ne sont pas décidés à nous faire frissonner à travers l'explosion de leur puissance, il y en a un sur lequel nous pouvons totalement compter. Passons à la suite de cette vidéo et la review va prendre une tournure quelque peu infernale. Un son retentit à travers tout Egghead. Saturne prend le contrôle des pacifistas et leur demande de cesser toute leur activité. L'apparition d'un membre du Gorosei est annoncée aux marines et tous les soldats de Baran ont interdiction formelle de poser les yeux sur lui. Les conséquences? Une mort imminente et un malheureux soldat en aura fait les frais. Comment lui en vouloir quand en plein champ de bataille, un terrible monstre prend forme au centre d'un pentagramme sorti tout droit des enfers. Saint J. Garcia Saturne apparaît sous nos yeux dans une apparence de monstre jaillissant des entrailles de la Terre. Voici la fameuse forme dont la silhouette fut aperçue au chapitre 1085 pour la première fois. Le vrai pouvoir d'un membre du Gorosei est dévoilé et vous allez découvrir dans cette vidéo à quel point ce pouvoir est encore plus spécial que vous ne pouvez l'imaginer. Là, je nage en plein kiff. Ce chapitre-là, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant analyser One Piece et théoriser dessus. Vous le savez, quand ça touche le domaine des fruits du démon ou même des entités surnaturelles, je fais tout pour proposer un contenu détaillé et pertinent, alors préparez-vous car vous allez rentrer dans une nouvelle dimension avec la suite de cette review. Il y a tellement de choses à dire sur cette apparence de monstre que pour éviter de divaguer sur plusieurs sujets à la fois, je vais commencer par analyser son pouvoir, pour ensuite parler des fruits du démon du reste du Gorosei. Par la suite, on verra s'il s'agit vraiment de fruits du démon ou s'il s'agit d'autre chose, et croyez-moi, ça risque de totalement vous intéresser. Bon, qu'est devenu Saturne? Quel est ce monstre hideux mélangeant le corps d'une araignée et les cornes d'un buffle? Tout d'abord, il me semble important de retourner voir au chapitre 1085 et comparer avec sa silhouette lorsqu'il s'est transformé face à Sabo et Cobra. Maintenant que l'on connaît sa vraie forme, on peut distinguer que les pattes d'araignée étaient déjà un petit peu visibles dans l'ombre, ce qui pouvait donner une idée de son apparence finale. Mais surtout, à en juger cette même silhouette, il semblait être dans sa forme animale complète lorsqu'il se trouvait sur Marie-Joise. Ses yeux étaient plus gros, la fumée autour de ses épaules n'avait pas l'air présente, et il avait finalement beaucoup plus une apparence de bovin qu'il ne l'a aujourd'hui. La forme qui nous est dévoilée dans ce dernier chapitre est alors, vous l'aurez compris, sa forme éveillée, comme en témoigne la fumée qui s'en dégage et qui est typique des Zoan éveillés. Mais alors c'est quoi exactement comme fruit? Eh bien même s'il n'y a aucune confirmation pour l'instant, à première vue c'est un Zoan mythique modèle Ushi-Oni, également nommé Gyuki dans le folklore japonais. Il s'agit en effet d'un yokai, un monstre moitié buffle, moitié araignée qui n'a finalement pas tant d'histoire que ça à nous raconter, du moins rien de très concluant dans la comparaison avec Saturne. Bon, il est toutefois très agressif, il tue les humains et peut aussi les empoisonner, donc il ne serait pas étonnant que ce trait en particulier soit représenté chez Saturne. Tous les Zoan mythiques possèdent des capacités supplémentaires pourtant propres au Logia ou Paramecia, preuve avec la glace invoquée par Yamato possédant un Zoan mythique, ou le feu bleu de Marco le Phénix possédant aussi un Zoan mythique. Si, et je dis bien si, Saturne possède donc un Zoan mythique, son attribut supplémentaire serait alors le venin du côté araignée de son fruit du démon. Quant à la capacité de tuer instantanément que Saturne a démontré en décapitant le marine qui a osé le regarder, j'ai la sensation que ça fait aussi partie de son pouvoir puisque le Ushi-Oni est réputé pour sa barbarie envers les humains. J'ai aussi une petite impression que ça pourrait être une forme très avancée et particulière du Haki. On peut noter qu'il a tué un simple soldat, qu'il a regardé sûrement car comme je l'ai dit, ce n'est qu'un simple soldat. Il doit se débarrasser de Vegapunk, il doit sans doute vouloir se débarrasser de Luffy, pourtant il ne pourra décemment pas les one-shot, juste en les regardant. Pourquoi? Je vous donne la réponse, parce que One Piece serait fini et basta. Oda a sûrement dû mettre une limite à la puissance de Saturne et cette limitation lui permet seulement de tuer instantanément les êtres à très faible puissance ou très faible Haki. Les pouvoirs de l'eau n'avaient aucun effet sur ses adversaires Kaido et Big Mom car leur Haki était bien supérieur. Dans ce cas précis, c'est plus ou moins la même chose, mais à l'inverse, les pouvoirs de Saturne ont de l'effet car la différence de puissance avec les soldats de la marine est absolument colossale. Ça reste toutefois une capacité absolument terrifiante et qui annonce la couleur sur la venue de Saturne. Alors ok, vous savez déjà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce fruit du démon et vous l'aurez remarqué, il n'y a pas grand chose à exploiter autour de ce yokai, car ce qui va nous intéresser surtout ce sont les autres membres du Gorosei finalement. Et oui, maintenant que l'un d'eux a dévoilé
dévoilé son apparence en Zoan mythique, nous pouvons commencer à chercher vers quel type de référence s'est tourné Oda dans la conception de leurs fruits et leurs pouvoirs. Et il semble que chacun des membres du Gorosei possède le fruit du démon mythique d'un yokai. On a passé plusieurs heures à les chercher avec Nina, que ce soit sur internet ou même à travers l'excellent dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. Je vous le conseille, c'est pas du tout une pub, hein, je l'ai acheté de mon porte-monnaie il y a de ça au moins 4 ans. Voilà, au début de Wano Kuni, et je vous le conseille vraiment de fou, il est trop bien. Et normalement, du coup, on a été en mesure de tous les reconnaître. Avant de vous les dévoiler, je dois avouer trouver ça bizarre que Eiichiro Oda base les pouvoirs de ses doyens uniquement sur une seule catégorie de monstres du folklore de notre monde. Je pensais même que chaque membre du Gorosei pouvait être inspiré d'un monstre provenant d'un mythe et d'une croyance différente à chaque fois, et vous allez très vite découvrir dans la liste des yokai que je vous ai dressé à quel point le doute n'est désormais presque plus permis. On va commencer par celui qui était peut-être le plus difficile à cerner dans le chapitre 1085 et je veux bien sûr parler de Jupiter. Son apparence particulièrement abstraite laissait imaginer une référence au cri de Edvard Munch, une peinture connue de tous et qui collait parfaitement à la représentation de Jupiter. Et bien sachez qu'un yokai existe ressemblant trait pour trait au monstre qu'était Jupiter et qui se nomme Itokoe Sakebi, traduit littéralement par un cri. C'est un monstre vivant dans la forêt, imitant le cri des humains perdus, et si vous avez le malheur d'y répondre, alors qui sait ce qui pourrait vous arriver. Maintenant, Mars, le Gorosei le plus jeune d'apparence qui a dévoilé une forme animale bien plus claire que les autres pour le coup puisqu'il ressemble à un oiseau. De nombreux oiseaux peuvent être retrouvés chez les yokai au Japon, je n'ai pas pu choisir qu'un seul prétendant au pouvoir de Mars, mais voici ceux qui sont les plus aptes à le représenter. Le Tengu, c'est l'un des yokai les plus connus au monde. Le Tengu était par ailleurs un personnage important sur Wano Kuni puisque sous ce masque se cachait le père de Kozuki Oden vivant reclus avec la petite Otama. Il y a deux sortes de Tengu qui pourraient coller à l'apparence de Mars, le Kotengu qui est réputé pour sa violence et sa haine de l'humain, il est terrifiant et est très loin de l'image plutôt neutre que l'on peut avoir de ces yokai. Et le Karasu Tengu, qui est bien moins barbare que le Kotengu, mais qui possède l'étrange pouvoir de se déplacer instantanément et de voyager dans le temps. Le Honmoraki, un monstre invoqué par les sentiments négatifs des défunts n'ayant pas eu de rite funéraire convenable. Il est souvent associé au feu, ce qui pourrait être intéressant puisque la planète Mars en japonais se nomme Kasei, ce qui signifie littéralement planète du feu. Il ne serait donc pas étonnant que le pouvoir élémentaire du Zoan de Marcus Mars serait bien le feu. Et on arrive au dernier, mon préféré, je pense le plus pertinent, le Furaribi. Le Furaribi a une histoire assez similaire au Honmoraki, puisqu'on dit de lui qu'il est l'incarnation des âmes des morts n'ayant pas reçu de mémorial. Cependant, l'aspect du feu est encore plus marqué puisqu'il en serait carrément son incarnation, au point où le kanji du feu se trouve justement dans son nom. Mais là où j'en suis le plus convaincu, c'est dans sa ressemblance avec le monstre qu'était Mars dans le chapitre 1085. Que ce soit le cou, les ailes ou même la fumée autour de ses épaules qui pourrait être du feu, dans lequel le Furaribi apparaît à chaque fois. Je vous laisse me dire en commentaire quel yokai vous paraît le plus adapté. Personnellement, le Furaribi l'emporte haut la main. Venons-en à Topman Warkuri qui serait inspiré d'un yokai absolument époustouflant, le Baku. Alors si je dis qu'il est époustouflant, c'est qu'il est aux antipodes de ceux que l'on a pu voir précédemment. Le Baku n'est ni violent, ni sanguinaire, ni créateur de désastres, non, c'est une créature sacrée, bienveillante et protectrice. Pourquoi l'assimiler à un membre du Gorosei si tous les autres sont l'inverse? Eh bien parmi les yokai, il est le plus proche physiquement de son Zoan. Les oreilles, les yeux et surtout les défenses, à ce niveau-là on ne peut pas faire mieux et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Et à part son titre de dévoreur de rêves et de cauchemars, aucun pouvoir particulier ne peut être associé à Baku. Donc si jamais des connaisseurs passent par ici et en savent plus que moi ou ont une autre idée, alors qu'ils n'hésitent pas à étaler leur science. On arrive au dernier, le meilleur pour la fin, notre très cher Vénus Duro, dont la silhouette en plus de très bien laisser paraître son ruban de fumée typique des Zoan éveillés, est sûrement celle qui m'intrigue le plus. Dans ma recherche des yokai qui pouvaient correspondre, un seul a attiré mon attention. Et c'est Akutsu pour son physique atypique qui pourrait tout simplement parfaitement correspondre à celui de Vénus Duro. Mais c'est tout. Rien d'exotique, rien ne le rendant surpuissant ou plus spécial qu'un autre yokai. C'est pour ça qu'en cherchant au hasard plus puissant des yokai, un certain Nurarion peut apparaître et devenir un nouveau candidat beaucoup plus intéressant. Pour faire simple, il est le commandant suprême des yokai et est le plus puissant d'entre eux. Si ses aptitudes ne sont pas davantage détaillées, il a exactement ce que je cherchais chez tous les autres yokai, une forme humanoïde, un kimono et surtout un katana. Nurarion possède donc de nombreux points très importants à relier avec Vénus Duro qui a l'allure d'un samouraï et armé d'un katana et dont la forme de Zoan éveillé laisse apparaître une silhouette bien plus humanoïde et simple que tous les autres yokai vus jusqu'à présent. Ok, je pense qu'il est déjà temps de faire un petit
petit récapitulatif de toute cette liste que je vous ai dressée. Saturne serait le Ushi Oni, Jupiter serait le Itokoe Sakebi, Mars serait le Furarebi si je devais en choisir un parmi toutes mes propositions, Mercure serait le Baku ou le Reijin, et notre cher Vénus du Rose serait le commandant de tous en étant Nurarion. Alors on pourrait même aller plus loin et deviner quel yokai serait Imu, mais pour ça je vous le réserve ce soir en stream, donc passez y faire un tour, ce serait bête de louper ça. Maintenant nous pouvons passer à la deuxième partie et là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et si finalement il ne s'agissait pas d'utilisateurs de fruits du démon? C'est une vraie question que je me pose. Depuis 25 ans qu'on suit One Piece, nous sommes habitués à directement assimiler des pouvoirs à des fruits du démon dès que nous les voyons. Un gars se transforme en bête, c'est donc un Zoan. Un autre peut utiliser un élément, il y a de grandes chances que ce soit un Logia. Cette logique a quasiment toujours marché, pourquoi ça changerait aujourd'hui? Et surtout, en quoi ça pourrait bien changer? Eh bien, ce n'est qu'une impression, je me trompe probablement, mais j'ai le sentiment que Saturne n'a pas de Zoan, il est juste purement et simplement un démon et c'est pareil pour les autres membres du Gorosei. Je vais très rapidement vous prouver que cette idée est loin d'être impossible et je vais commencer avec l'une des choses m'ayant le plus choqué du chapitre, l'invocation de Saturne avec le pentagramme. Pourquoi ça m'a choqué? Tout simplement car c'est la première fois que l'on voit un personnage se faire invoquer à travers un cercle d'invocation. Enfin, pas vraiment, si on fait un petit bond en arrière, au chapitre 524, Brook a été envoyé par Kuma en plein centre d'un rituel sataniste sur l'île de Namakura dont les fidèles tentaient d'invoquer Satan. Même s'il n'y avait pas de magie ni de pouvoir ésotérique, ce chapitre nous a prouvé l'existence de croyances et de rituels. Comme d'habitude, ce n'est pas un simple hasard et j'ai la certitude que c'est totalement voulu par Oda. Le pentagramme utilisé par Saturne serait propre au Gorosei, c'est ce qui invoque leur forme infernale car c'est exactement l'utilité de ce cercle démoniaque dans les sciences occultes. Un pentagramme, c'est un portail vers un autre monde, capable d'invoquer des démons à la suite d'un rituel. C'est encore une fois exactement ce que tentaient de faire les satanistes de Namakura pour invoquer Satan, preuve supplémentaire que l'utilité d'un tel cercle est le même dans One Piece que dans notre monde. Si les pentagrammes sont utilisés pour invoquer des entités, pourquoi Saturne est-il apparu au centre de l'un d'eux? Sachant que je le rappelle, ça n'a strictement aucun lien avec le yokai Ushi-Oni, qui n'est qu'un monstre apparaissant dans l'eau le plus souvent. Eh bien tout simplement car Saturne serait un véritable démon, un démon primordial qui n'aurait pas besoin de Zoan pour en prendre l'apparence. Et vous savez quoi? Ce n'est pas du tout une première dans One Piece. Bien au contraire, nombreuses sont les histoires où prennent place une créature ou un démon alors qu'aucun fruit du démon ne rentre en compte. On va commencer léger avec le dragon qui a hanté Wano Kuni il y a plusieurs centaines d'années et qui fut tué par Ryuma. Il est effectivement totalement possible que ce dragon soit un utilisateur de fruit du démon. Certes, toutefois si on prend le one-shot qui est Monster en compte, révélant le passé de Ryuma lorsqu'il tue un dragon, il s'agissait bien d'une vraie créature et non un humain. Mais ça ce n'était qu'un banal exemple. Venons-en au suivant qui est bien plus intéressant, Cavendish. Cavendish s'est démarqué sur Dressrosa pour une chose, Akuba, son alter ego démoniaque qui prend le contrôle de son corps une fois endormi. Nous avons là pour la première fois une vraie vision de ce que serait une possession démoniaque dans One Piece. Il ne s'agit pas d'un simple trouble de l'identité ou autre, Akuba semble véritablement être une entité vivant en Cavendish. Et le plus drôle, c'est que là aussi le monde des yokai entre en jeu. En effet, la légende d'Akuba le surnomme le Kamaitachi de Rommel. Or, le Kamaitachi, c'est un yokai sous forme de belette, connu pour ses attaques hyper rapides, tranchant n'importe qui sur son passage, exactement comme Akuba, vous l'aurez compris. Cavendish n'a pas mangé de fruit du démon apparemment, pourtant il est possédé par Akuba. Serait-il en train de devenir un démon comme eux? Sachant qu'il est aussi basé sur un yokai, vous avez compris que ça devenait tout de suite plus intéressant. Et pourtant, l'exemple parfait connu d'absolument tout le monde n'est ni Cavendish, ni le dragon de Wano Kuni. Non, il s'agit de Zoro. Zoro avec sa mystérieuse et légendaire technique à 9 sabres, Ashura. Et oui, quelle meilleure représentation d'un démon que celle-ci. On sait à 1000% qu'il ne s'agit pas d'un fruit du démon car Zoro n'en possède pas un. On sait aussi que ce n'est pas qu'une simple illusion ou encore un quelconque artifice fake et superficiel. Non, Zoro est un démon qui peut invoquer un démon et cela depuis Enies Lobby. L'idée qu'un personnage comme Saturne, membre de la plus puissante organisation mondiale tout en cachant sans l'ombre d'un doute une force absolument démentielle ait pu lui-même devenir un démon n'est alors absolument pas à prendre à la légère. Après tout, leur histoire semble intimement liée aux origines mystiques de One Piece et encore aujourd'hui, après pas loin de 1100 chapitres parus, nous ne connaissons strictement rien de cet aspect-là de l'œuvre. Que ce soit l'origine des fruits du démon qui n'a été qu'à peine mentionné récemment ou le haki en général qui cache encore pas mal de secrets, pouvons-nous être sûrs que les vrais démons n'existent pas dans ce monde? L'exemple de Zoro est pour moi le plus probant et vous savez quelle est l'ironie ultime de la chose? Juste quelques temps avant d'utiliser Ashura, Zoro s'est battu contre T-Bone et a utilisé une technique bien particulière pour le vaincre, Gyoki Yuzume. Si vous avez été attentif, vous avez dû reconnaître le mot Gyuki qui est le deuxième nom du Ushi
Oni, le yokai en lequel s'est transformé Saturne, comme si c'était là une autre façon de prouver l'existence de ce démon. D'ailleurs, on pourrait aussi reparler de l'aura qu'a émané Saturne lors de sa révélation. Tous étaient choqués, mais c'est Jinbei qui m'intéresse le plus en qualifiant sa présence de sinistre, menaçante, inhabituelle. Pourquoi préciser que l'aura de Saturne est si spéciale si ce n'est justement pour pointer du doigt le caractère unique et jamais vu de sa transformation. Jinbei est un combattant avec beaucoup d'expérience, pourtant il semble que c'est la première fois qu'il ressent une telle présence. Vous l'aurez donc compris, même si je l'ai présenté en tant que tel au début de la vidéo, j'ai un gros doute sur le fait que Saturne soit un véritable utilisateur de fruits du démon puisqu'il serait tout simplement un démon. Avant de changer de sujet, revenons très rapidement sur le pentagramme. Invoqué par Saturne, vous avez dû sans doute remarquer le chiffre 5 retrouvable 5 fois à l'intérieur du cercle, n'est-ce pas? Eh bien au début je pensais qu'il s'agissait simplement d'une référence au Gorosei et les 5 doyens représentant ainsi les 5 démons d'Imu. Mais je me suis vite fait une autre réflexion. Il va sans doute y avoir un ordre de puissance au sein du Gorosei, une forme de hiérarchie avec un plus puissant et un moins puissant. Le chiffre 5 au centre du pentagramme de Saturne serait alors sa place dans cette hiérarchie. Il s'agirait du moins puissant des membres du Gorosei, le 5e donc, ce qui expliquerait pourquoi c'est lui qu'ils ont envoyé sur Egghead. Le plus puissant, vous l'aurez peut-être compris si vous avez suivi la partie sur les yokai, mais ça serait Venus Juro, le samouraï qui incarnerait Nurarion, le commandant suprême des plus puissants des yokai. Voilà, cette grande partie est donc enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais attention, ce n'est pas la fin de la vidéo pour autant. Désolé, la dernière page du chapitre recèle encore un sujet que je voudrais aborder avec le plus grand soin. Pour faire simple, Saturne se retrouve face à Bonnie, Vegapunk, Atlas, Sanji et Franky. La situation est quelque peu tendue, mais elle le devient encore plus lorsque Bonnie se met à bondir sur Saturne pour le poignarder. Le chapitre se clôt là-dessus et au-delà de vouloir théoriser sur les futurs événements, j'aimerais trouver l'explication qui a poussé Bonnie à se comporter ainsi. En relisant la scène, on comprend que sa réaction vient d'un souvenir. Elle se souvient de la discussion entre deux personnages, l'un semble être Vegapunk, l'autre n'est pas nommé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il s'agissait de Saturne, plus précisément Saturne donnant l'ordre à Vegapunk d'éradiquer totalement la personnalité de Kuma, chose que le scientifique semblait contester. Pour mieux comprendre, Bonnie cherchait depuis le début d'Egghead à venger son père de Vegapunk, qu'elle tenait responsable de sa transformation en pacifista. Mais son objectif a bien changé après qu'elle ait fouillé les souvenirs de Kuma. Comme elle l'a expliqué au chapitre 1090, elle a renoncé à tuer à Vegapunk, ce qui veut dire qu'elle a compris que Vegapunk n'était en réalité pas celui à l'origine des malheurs de Kuma. Et la réaction qu'elle a eue aujourd'hui face à Saturne nous laisse alors suggérer que c'est lui le responsable, raison pour laquelle elle voulait le tuer. Bon, alors je pense n'avoir rien appris à personne, maintenant une chose m'interpelle et me paraît bien plus compliquée. Pourquoi Saturne insistait tant pour effacer la personnalité de Kuma totalement? Pourquoi voulait-il tellement qu'aucune trace de lui ou son existence ne perdure? Eh bien je pense et j'espère avoir trouvé la réponse, ça va être très simple et rapide à comprendre. Kuma sait des choses sur God Valley car il était un esclave sur cette île, aujourd'hui disparu. En tant que possible dernier survivant esclave, il sait des choses sur les Tenryubito et possiblement le Gorosei que ces derniers souhaitent à tout prix effacer. Cette théorie, elle prend ses racines du chapitre 1074. C'est dans celui-ci que Bonnie visitait pour la première fois les tréfonds des souvenirs de son père Kuma et qu'elle découvrit l'horreur de son passé. Un passé d'esclave battu et où vivaient des Tenryubito. Cette scène, je l'avais immédiatement assimilée à God Valley dans ma review de ce même chapitre. La chronologie correspondait bien et par-dessus tout, Kuma semblait être exploité. Les autres esclaves expliquaient qu'il mourrait si Kuma s'enfuyait, nous faisant ainsi comprendre que celui qui était vraiment important, c'était lui et pas forcément les autres. Sans doute encore une fois à cause de la race spéciale à laquelle il appartenait et qui avait intéressé Vegapunk. C'est là où la théorie prend un aspect encore plus intéressant. Si ce scénario finit par se valider et que Kuma était bien un esclave de God Valley dans sa jeunesse, Saturne voulait lui effacer sa personnalité pour que sa mémoire et ses souvenirs de là-bas soient perdus à jamais. Tout simplement car Kuma aurait découvert un grand secret des Tenryubito. Je pense même que nous avons là un cas similaire à Doflamingo qui, en découvrant le secret du trésor de Marie-Joise et ne pouvant être tué par le gouvernement, obtiendra le titre de grand corsaire. Kuma aurait alors découvert l'existence et le secret d'un trésor gardé par les Tenryubito, que ce soit le trésor national de Marie-Joise ou même de God Valley. Peu importe, si le gouvernement ne pouvait pas le tuer, alors il devait au moins effacer sa mémoire, expliquant ainsi l'ordre que Saturne a donné à Vegapunk. Si je ne peux pas vous donner avec certitude l'identité du trésor de Marie-Joise, tant les théories peuvent être nombreuses, je me suis auto-convaincu que cette théorie sur God Valley était la bonne. Cette île commence doucement à revenir au centre du sujet avec par exemple l'apparition au chapitre 1086 de Sainte Figarland, ancien héros de cette île. Les dragons célestes eux aussi sont de plus en plus présents dans les derniers chapitres et God Valley semble avoir eu un rôle important pour eux et aussi pour les esclaves qu'ils gardaient. Kuma serait l'un d'eux et malgré l'intention de Saturne d'effacer la vérité, Bonnie elle la connaît parfaitement après avoir découvert les souvenirs de son père. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que le
prochains chapitres répondent à nos questions, une chose est sûre, l'enfer lui ne fait que commencer dans One Piece. J'espère que cette review vous aura plu et que ces théories aussi. Je vous souhaite un très bon week-end les bros, portez-vous bien et à ce soir sur Twitch. Peace les bros.